Le score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Bienvenue dans le score, comme chaque jour, de la musique, de la conversation et une grosse envie de révolution qui peut passer par la chambre à coucher. Si, Anna Mouglalis est au théâtre pour jouer La chère et triste hélas d'Ovidie. Elle vient aussi nous rendre visite, mais juste avant l'actu du jour. Le score. Bienvenue à tous au musée de la Pantoufle. L'actu du jour. C'est fermé, monsieur. Par Malo Le Fur. Il est à l'actu culturelle ce que Pedro Pascal est à la masculinité, soit un phare dans la nuit. Bonjour Malo Le Fur. Bonjour Charlie. Chaque semaine, ça va aller de... J'aime bien. Ça aura de moins en moins de rapport avec le propos, mais... Le Pedro Pascal de la culture, j'aime beaucoup. C'est ça. Ce soir, Charline, c'est la, figure-toi, dernière soirée au Centre Pompidou. Avant 5 ans de fermeture, Beaubourg pousse jusqu'à 23h. Après ça, rideau jusqu'en 2030. 5 ans, c'est quand même très long pour une pause. Ouais, ça fait long, mais il en a bien besoin. Le Centre Pompidou, c'est ce vaisseau tubulaire multicolore planté en plein Paris depuis 77. 5 millions de visiteurs l'an dernier, 120 000 m² d'art moderne. Mais voilà, Beaubourg, il souffre. Amiante, corrosion, infiltration. Du sous-sol au dernier étage, tout doit être refait. Alors on garde l'enveloppe, mais on change tout dedans. Comme une star des années 70 qui passe au bloc. Lifting complet. Alors le prix des travaux, 460 millions, dont un beau lifting, du coup. Très beau lifting, hein, dont 50 quand même posés par l'Arabie Saoudite. Ah oui. Ouais, Charline, même Beaubourg a son fonds d'investissement du Golfe. Donc après le Louvre d'Abu Dhabi, le Beaubourg de Riyad. C'est ça exactement, mais pas besoin de prendre un vol pour Riyad, on reste à Paris. En 2030, le Centre Pompidou Nouvelle Génération promet un forum de 10 000 m², une terrasse avec vue sur tout Paris, la classe, une scénographie toute neuve. L'ambition, dit-on, c'est de recréer le choc de 77. D'ici là, les œuvres vont voyager, Matisse, Niki de Saint-Phal au Grand Palais, des prêts partout en France et à l'étranger. Et en attendant, ce soir, c'est la dernière chance de grimper ces escalators extérieurs et de voir Paris à travers les tuyaux. Enfin la dernière avant un petit week-end en octobre quand même. Ouais. Le 24 et 25 octobre, c'est le label Because qui pose ses valises pour une réouverture furtive de Beaubourg. 2 jours et 2 nuits de fête avec au programme plein d'artistes Nova, Ed Banger, Maureen, Kezia Jones et j'en passe. Après c'est la vraie fermeture des rideaux pour passer aux travaux. Réouverture 2030 donc, et d'ici là, je sais pas, un autre président, un pays sans doute encore plus à droite, des festivals rabotés, des budgets culture massacrés, mais Beaubourg lui sera flambant neuf. Voilà. Ce message plein d'optimisme vous était donc fourni par Malo Le Fur. Merci beaucoup Malo. Avec On plaisir. se revoit peut-être dans la semaine ou... Bon, tu connais la maison. La Quand il y a la lumière, tu viens. Dans un instant, on retrouve Anna Mouglalis. Juste avant, on écoute Kélis. Le score. Jusqu'à 20h. Sur Radio Nova. Kélis sur Nova et ce titre Trick Me dans lequel elle énonce effrontément au monsieur qu'il lui fera à l'envers une fois, mais pas deux. Un vœu pieux maintes et maintes fois entendu dans la bouche de sœur d'infortune. Mais ça alors. Et voilà que s'incarne sur scène la voix de celle qui nous annonce que ça suffit comme ça et que pour y mettre fin, il suffit de priver ces messieurs, puisque c'est bien sûr d'eux dont on parle, de les priver de ce qui les dirige. Indice GPS pour trouver la direction, chercher l'endroit où le sang afflue le plus fréquemment. La chère est triste, hélas, c'est le texte signé par Ovidie qui l'adapte et le met en scène, et celle qui lui donne chair est assise en face de moi. Comédienne géniale, en témoigne de manière non exhaustive. Merci pour le chocolat, la vie nouvelle, Romanzo Criminale et Coco Chanel et Igor Stravinsky. Gainsbourg, vie héroïque, l'événement, la mer au loin, Baron Noir, quand elle n'est pas Phèdre au théâtre ou en manif. On lui doit aussi le plus célèbre « Non » à l'annonce de la nomination d'un ministre dont je tairai le nom. Si on le prononce tel Beetlejuice, elle apparaît immédiatement. Bonjour Anna Mouglalis. Bonjour. Et merci 1000 fois d'être dans ce studio. Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point j'ai été éblouie, abasourdie, galvanisée, joyeuse et un peu moins après avoir vu ce texte incarné par toi, en fait. Ça me fait hyper plaisir. La chère est triste, hélas, c'est jusqu'au 25 octobre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Comment se sont passées les premières représentations ? Les premières représentations se sont plutôt très très bien passées. Ouais. C'est vraiment une rencontre avec le public. Je dirais même que le public est mon partenaire de jeu. Ouais. Donc en fonction de son écoute, de ses rires, de sa pudeur aussi, parce qu'on sent la pudeur du public. La représentation peut être très différente, même si le texte de toute façon tient. Ouais. Pour moi c'est une expérience assez jubilatoire.
Est-ce que tu es traqueuse avant chaque nouvelle expérience ou assez détendue ? Alors, je suis traqueuse. Ça peut même me rendre malade. Mais j'avoue que là, je découvre quelque chose de nouveau. Parce que contrairement à ce que j'ai pu faire au théâtre où je devais incarner un personnage, là, avec le texte d'Ovidie, bon, c'est quelque chose qui s'était déjà trouvé un peu aussi avec les mots de Monique Wittig, avec les guerrières que je fais en concert. Que tu mets en musique, voilà, en musique en concert, oui. Avec Draguin. En fait, ce sont des textes qui me permettent de m'incarner. Ouais. Non, mais c'est vraiment nouveau. Oui, bien sûr. Et donc le track est différent. Avec le texte d'Ovidie, il y a une vivacité d'esprit. J'aime que ça aille vite. On est vraiment dans voilà, cette espèce de défilé de pensée extrêmement organisé quand même. Mais j'aime que ça aille très très vite. Donc ça me demande d'être très articulée, très présente et de pouvoir réagir à la moindre chose qui se passe dans la salle. Donc forcément, on a forcément le track. C'est finalement assez acrobatique. Il y a une question rituelle dans cette émission, je te la soumets. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours et à quoi est-ce qu'elle te sert ? J'écoute pas mal de musique. Ouais. Enfin, ça dépend des moments. Mais je vis avec quelqu'un qui en écoute absolument tout le temps. Notamment du noise japonais. Très bien. Voilà. Donc, mettons qu'il y a une forme de plénitude musicale à la maison. Non, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui me fait découvrir tout le temps des choses. Et ça me... Moi, j'ai besoin de musique. Ouais. Je t'ai demandé de choisir 5 titres dans les playlists de Nova. En voici le premier, c'est Brigitte Fontaine, C'est normal, et on en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Clairo sur Nova, Sexy to Someone, ce qui n'est pas sans rapport avec le propos du jour, puisqu'on parle de La chère et triste, hélas, jusqu'au 25 octobre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Un texte d'Ovidie qu'elle a adapté, qu'elle met en scène, et seule en scène, Anna Mouglalis, en ce studio. Et ça débute ainsi. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Ça fait 5 ans que je fais la grève du sexe. Je me suis pas réveillé un matin en me disant demain j'arrête, comme on se mettrait au régime ou on jetterait ses dernières cigarettes. 1 an auparavant, il y avait déjà eu un précédent. Un signe annonciateur du chemin que j'allais finir par suivre. En guise de proto-expérimentation de ma sortie de la sexualité avec les hommes, j'avais déjà entamé une grève de la pipe. Je me suis dit en réécoutant que peut-être il fallu que je dise aux oreilles les plus chastes de s'éloigner, mais en fait je crois que non, les oreilles les plus chastes doivent aussi entendre ce discours. C'est un texte qui est paru en 2023 aux éditions Julliard pour les séances de rattrapage. Ovidie expliquait les raisons pour lesquelles elle avait décidé quelques années auparavant de quitter l'hétérosexualité. C'est un texte que toi tu as découvert quand ? Au moment de sa parution. Et c'est mon compagnon qui me l'a offert. Ah ouais ? Ouais. Et il savait que ça allait me plaire. Et la rencontre avec Ovidie est intervenue rapidement après ou... Alors la rencontre avec Ovidie, non, ça s'est fait dans un deuxième temps. C'était un désir, ce spectacle de la directrice du théâtre de l'Atelier, Rose. Et donc c'est elle qui a fait appel à Ovidie, qui lui a proposé d'en faire une adaptation. Et ensuite elles m'ont toutes les deux appelé. Voilà, j'ai dit mais... allons-y, ça me ferait très plaisir. Oui, j'imagine. Dans La chère et triste, tout ce que vous ne voulez pas entendre, messieurs, tout ce que vous avez besoin d'entendre, mesdames, ça pourrait faire un bon résumé. Oui, ouais. Oui. Alors c'est un texte qui est très riche, qui est extrêmement personnel. Et c'est justement parce qu'il est si personnel, si sincère, qu'il en devient universel. Ça fait écho quand je dis « je ». Sur le plateau, je dis je. Où l'on confirme que l'intime, c'est politique, puisque ce que l'on nomme commodément la société se mêle de ce qui se passe dans les chambres à coucher et autres lieux de sexualité. Est-ce que pour s'en rendre compte, il faut désapprendre ? Je pense que déjà,
entendre, parce que ce qui est très troublant avec le texte et qui fait voilà, que ça peut être un peu électrique pendant la représentation, c'est qu'en fait, il y a une injonction à dire qu'on aime le sexe. Ouais. Sinon, on est vraiment ringard, pas dans le coup, triste, Et on est mal baisé. Et on est dans une société performative, donc de toute façon... Voilà, mais en revanche, parler vraiment Ouais. de sexe, on le fait pas. Non, Jamais. ça reste tabou. Voilà. Donc là, oui, ça aborde plein de choses en détail. Et je pense que c'est nécessaire. Désirabilité, enfin en vrai baisabilité, injonctions diverses et variées avec les violences qui vont avec, tyrannie de la séduction, péremption, invisibilité, les symptômes d'une maladie qui ne touche que les femmes et qu'on appelle donc la domination. C'est vertigineux de s'entendre rappeler à quel point le corps des femmes, toutes les femmes, est un enjeu tout le temps. Bah ouais. Et est-ce que ce vertige-là, tu le ressens toi aussi, en les énumérant ? Oui, enfin, moi, c'est très présent. Ouais. Parce que je suis dans le militantisme. Ouais. Donc, c'est extrêmement présent. Mais là, je trouve que c'est intéressant, en cette rentrée, de pouvoir partager, ces mots-là, de montrer du doigt toutes ces injonctions. Là, je sais pas, par exemple, on a vu passer dans les journaux qu'il y avait aussi des petites remises en question par rapport aux impôts au sein du couple. Par exemple ? Très intéressant. Ouais, bien sûr. Donc voilà, non, mais parce qu'en fait, ça prend toute une sorte de déclinaison. On va aussi vivre les procès French Bukkake et Jackie et Michel. Mm-hmm. Il y a aussi le procès de Tiffany D, qui a créé la féminine universelle, qui a été la femme la plus harcelée de France. Bien sûr. Et le procès s'ouvre la semaine prochaine, le 17. Donc à 8h30 du matin, on peut toutes et tous aller soutenir Tiffany D. Est-ce que c'est pour ça que t'es pas toi sur les réseaux sociaux ? Exactement. Ouais. C'est une manière de se protéger et de ne pas être jeté en pâture. Parce que les commentaires non sollicités sont quand même toujours de manière régulière envoyés. Oui, non, Ouais. moi, de toute façon, j'arriverai pas à prendre Ouais. ce temps-là. Je milite activement pour une rematérialisation du monde. Je trouve, par exemple, c'est formidable de pouvoir faire des choses dans lesquelles on se voit, Ouais. pas que du Zoom ou de... être ensemble, ça me semble essentiel. Ouais. Il y a une phrase que je voudrais citer parce qu'elle m'a fait hurler de rire, parce qu'on parlera aussi de ce qui est très drôle dans ce texte. Mhm. Tous ces hommes de gauche qui baisent comme des hommes de droite. Point d'exclamation. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez le méditer le temps qu'on écoute de nouveaux morceaux musicaux. En l'occurrence, un de tes choix, tu as opté pour Kenny Arcana. Ah ouais, Kenny Arcana, c'est une rappeuse géniale. Là, c'est un titre issu de son premier album. Encore une fois, une écriture magnifique, une façon d'envoyer... Enfin, voilà, ce qu'elle fait avec sa colère qui est vraiment une mise en mouvement, c'est admirable. Et on lui fait bien payer. Je te laisse annoncer le titre. Non, et connard. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Andrea Laszlo de Simone sur Nova Immensita. Et je me jette sans filet devant une amoureuse de l'Italie. Donc ma prononciation très aléatoire va sûrement me valoir un petit jugement de la part d'Anna Mouglalis. Voilà. Je l'ai tenté comme ça. Pas de jugement. On parle aujourd'hui de La chère et triste hélas, à voir jusqu'au 25 octobre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Je voudrais qu'on parle un instant de la langue d'Ovidie, ce qui est une langue hyper directe, qui est crue parfois. Est-ce que ça la rend plus compliquée à appréhender ? Moi, je la trouve pas compliquée à appréhender. Elle est très construite. Ouais. Il y a énormément d'accumulation. C'est de la littérature. Oui, bien sûr. C'est direct, mais c'est très écrit quand même. Et il y a plein d'expressions qui lui sont vraiment propres. La barbe, j'avais jamais dit ça. Ou non, mais c'est effectivement très direct. Il y a des accélérations. Ça va
ça va vite. Elle dit elle-même qu'elle l'a écrit quasiment en écriture automatique. Moi, je sens... Bon, elle est repassée derrière l'écriture automatique parce que ça coule, dans la bouche, ça s'articule et ça vise, quoi. Non, mais il y a un vrai sens de la punchline, avec un ça, langage très direct et des mots qui claquent. Ouais. Et qu'on est très heureuse d'entendre claquer comme ça sur scène. Ouais. C'est un texte de colère, on l'a dit, mais alors qui est délivré par toi avec force, avec chair, et avec non pas du détachement, mais avec zéro affaîtrie, avec une forme de, je dirais pas résignation, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas une forme de sérénité. C'était quoi l'équilibre? Est-ce que c'était une direction qu'Ovidie t'a donnée ou ça a été une direction collégiale? Je pense pas qu'on... Enfin, on n'en a pas parlé. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça m'a complètement habité. Et Ovidie m'a laissé aussi la possibilité de dire je. Ouais. Donc je sais pas quoi dire. Non, mais c'est un équilibre qui est hyper intéressant, effectivement, entre cette colère qu'on sent vraiment rugir et des moments d'accalmie avec vraiment, ce que je disais, une espèce de sérénité qui passe sur les faits énoncés. Parce que cette colère, elle répond à de la haine, de la misogynie, complètement intégrée, institutionnalisée. Donc cette colère, c'est de la survie. C'est pour du mouvement, pour du changement. Donc oui, il faut avoir tout son esprit. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est aussi un texte qui est très très drôle. Est-ce que toi, tu arrives à percevoir les différents types de rires dans la salle? Est-ce que tu y es attentive en tout cas? Ah oui, je joue avec. Parce que je sais que si le public rit à un endroit... l'autre rendez-vous, éventuellement, il faut le décaler un peu. Parce que c'est pas non plus du stand-up. Non. C'est vraiment sur ce commun de nos expériences de femmes dans la sexualité. Donc oui, non, bien sûr, je réagis. En fait, mon partenaire, c'est vraiment le public. Ouais. Et en fonction d'où il va mettre sa pudeur, du temps aussi qu'il a pour entendre la phrase, parce que ça bombarde un peu. Certaines fois, c'est bien aussi que ça dépasse et puis de laisser l'écho un peu plus tard. Mais voilà, j'avance dans cette acrobatie. Je pense que ça risque de se transformer, mais Ovidie revient régulièrement. Mais c'est assez acrobatique, je dois dire. Ouais. Un mot de la mise en scène. Tu es seul devant un écran en lambeaux, en lanière, ou en tout cas en sorte de petite colonne de toile. Des lamelles. Voilà, des lamelles. Et ils sont projetés moult illustrations des violences faites aux femmes, allant de la prédation à la chirurgie esthétique, en passant par les examens gynéco. Là aussi, est-ce que tu arrives à t'intéresser à ce qui se joue dans la salle pendant ces moments précis? Parce que c'est des moments où toi, tu es... à l'arrêt, en fait. Je suis à l'arrêt, je suis dans une immobilité où je reprends de la force. Moi, je vis ces projections comme un espace mental. Et oui, je suis très à l'écoute et ça nourrit vraiment la suite. Puisque moi, j'essaye de vraiment pas arrêter ce flot de pensée. Même si les violences touchent toutes les strates de la société, toutes sortes d'infortunes, je le disais, le principe de désirabilité, c'est un enjeu tout particulier quand on est comédienne, puisque être comédienne, c'est de fait se conformer au désir d'un ou d'une autre. Est-ce que ça a une résonance particulière, de fait? Oui, mais en fait, c'est dommage qu'on pense ça de ce métier. Moi, c'est pour ça que j'ai continué à le faire, parce que c'est pas ça. Par exemple, pour les hommes, c'est pas ça. Non, non. Donc c'est pas ça ce métier. Moi j'ai jamais fait ce métier parce que j'avais envie d'être désirée. Non. J'ai envie de jouer. C'est là où il y a une erreur, bien sûr. J'ai envie de m'incarner à travers différents personnages, de devenir moi-même. C'est un formidable
chant. Voilà, c'est un parcours initiatique de pouvoir jouer d'autres femmes, d'autres. Mais quand je passe un casting, je passe pas un casting pour séduire le metteur en scène. Non, pour faire valoir qu'on est l'incarnation du rôle, mais c'est vrai que très souvent les rapports sont twistés, malheureusement. Voilà. Ouais. Donc, mais il va falloir sortir vraiment de ça, quoi, cette espèce d'érotisation, de la domination. Ouais. Mais on entend encore il y a beaucoup de comédiens qui ont l'impression que c'est une chance qu'on leur donne quand ils sont choisis pour un rôle. Mais c'est une chance pour le metteur en scène, sinon ils ne seraient pas choisis. Ouais. Donc c'est un travail. Il y a des syndicats. Moi, je suis syndiquée. Ça a changé ma vie de comédienne. Et ce genre de texte contribue à faire prendre conscience de tout ça. La chair est triste, hélas, c'est au théâtre de l'Atelier. Dans un instant, je vais te soumettre quelques dilemmes, car oui, je suis ainsi. Il faut trancher, parfois être extrêmement binaire. On écoutera aussi Lauryn Hill et ce sera juste après la pub. Le score, jusqu'à 20h, sur Radio Nova. The Miss Education of Lauryn Hill, le choix d'Anna Mouglalis aujourd'hui dans le score. Pourquoi ce titre et pourquoi Lauryn Hill ? Ça m'a beaucoup accompagné cet album entier de Lauryn Hill qui pour moi est une des plus grandes chanteuses du XXe siècle. Et j'annonce en ce qui te concerne une programmation 100% féminine. Pas de... Tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire. J'avais annoncé un petit jeu, c'est le moment du tu préfères. Okay. On va voir comment tu t'en sors. On te demande d'accepter un film sans lire le scénario. Tu optes pour celui que va réaliser Jane Campion ou celui signé Greta Gerwig? Jane Campion. J'ai même pas eu de tic-toc, tic-toc, tic-toc. Elle fait partie de ton panthéon. Ah ouais, vraiment. Vraiment, c'est immense l'œuvre de Jane Campion. Je me souviens, par exemple, son adaptation de Portrait de femme. C'est extraordinaire. Cette femme qui, parce qu'elle ne veut surtout pas être entretenue par un homme, se réaliser grâce à un mariage, va se retrouver elle-même victime. Ouais. Et ça parle beaucoup. Et ça renvoie encore une fois au texte d'Ovidie sur une femme. Il y a un extrait du texte qui dit les femmes autonomes, les hommes veulent absolument les briser, les détruire. Et donc c'est à l'endroit de la sexualité aussi que ça se passe. Dilemme suivant et choix de mantra, plutôt vivre dans le feu ou plutôt de même que la vie des humains prime sur celle des animaux pour la seule raison qu'ils sont plus évolués et doués d'une conscience supérieure, de même la vie des femmes doit primer sur celle des hommes. Vivre dans le feu, c'est la devise de Marina Tsvetaeva, qui est une poétesse génialissime. Elle est russe, mais qui a aussi écrit en français. Ouais. Il y a un poème qui s'appelle Le Gars, qui est une splendeur. Enfin, j'aime tout, Marina Tsvetaeva. Et Vivre dans le feu, c'est aussi le titre d'un de ses livres. Alors, c'est sorti de façon posthume, mais qui regroupe les lettres, parce qu'elle était capable d'écrire des lettres extraordinaires pour demander de l'argent, par exemple. La deuxième proposition était signée Valérie Solanas. Elle est géniale. Radicalité, mais j'ai compris le choix. Non, Solanas, c'est génial. D'ailleurs, Ovidie a fait un très beau documentaire sur le Scum Manifesto de Valérie Solanas. Une bibliothèque, il ne reste plus qu'un livre. Lequel est-ce que tu empruntes en premier, Don Quichotte de Cervantes ou Je suis une fille sans histoire d'Alice Zeniter? Il est super, le livre d'Alice Zeniter. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé, de remettre en perspective la construction des récits, d'expliquer que, depuis Aristote, on a décidé qu'il fallait de l'action, et donc on a raconté des choses très impressionnantes, beaucoup de muscles, la chasse, pendant la préhistoire, la chasse au mammouth, alors que la plupart des hommes et des femmes ne vivaient que de cueillettes, mais elle explique que ça ferait pas forcément un récit
passionnant. Non. Je me suis approché d'un buisson, j'ai cueilli 2 baies, et puis j'ai remarché, et puis j'en ai cueilli 10. Enfin, non, mais de remettre en perspective, en fait, comment aussi cette espèce de domination masculine s'est imposée au niveau esthétique. C'est très très bien, moi j'ai adoré ce livre, mais j'avoue que Don Quichotte, alors là c'est un gros piège, c'est écrit par un homme alors que je ne lis plus d'hommes, mais Don Quichotte, ça a changé ma vie aussi. C'est-à-dire de façon de comprendre que par la force de l'imagination, du jeu, finalement, on peut changer la réalité des autres aussi. En cas de conflit, 2 options. Laquelle est la tienne? La première, là, tout de suite, je voulais surtout aller m'acheter un camion pelleteuse, creuser un trou dans le sol et m'ensevelir en attendant que le temps passe. Ou deuxième option, on se lève et on se casse. Les deux sont signés Despentes, donc vraiment, il n'y a pas de risque d'un côté comme de l'autre. Les deux, mais plutôt, on se lève et on se casse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a 2 temporalités. La première proposition semble être moins dans je ne veux pas dire dans l'air du temps, mais en tout cas, on est passé maintenant à l'ère de on se lève et on se casse, non? En fait, la vie est courte. Et moi, il y a plein de moments. Alors, je vais à la confrontation, mais pour autant, certaines fois, les actes sont importants. Et là, on vit des temps particulièrement tendus, n'est-ce pas? Avec des mouvements réactionnaires bien présents. Faut qu'on se serre les coudes. Vraiment qu'on serre les coudes. Et on a de la chance d'avoir Virginie Despentes. Et on peut de toute façon se lever et se casser tout ensemble. Exactement. C'est une très bonne option. Exactement. Et enfin, il ne reste plus qu'une tragédie à jouer. Phèdre, ou qu'est-il arrivé à Baby Jane? Moi, je sais, celle-là, elle est dure. Non, mais moi, j'en peux plus des personnages de femmes, parce que j'ai grandi avec ça, mais les personnages de femmes qui meurent à la fin. Je veux des personnages qui vivent. C'est tout. Donc pas de tragédie. Voilà, ce sera le mot d'ordre. Ou alors une tragédie féministe qui reste peut-être du coup à produire et à écrire. Non, c'est ça. Non, mais il y en a plein maintenant, des nouveaux récits, certains même qui s'attachent à transformer les récits même de l'Antiquité ou les mythes grecs. Il y a un livre formidable sur le mythe de l'allumeuse qu'il faut vraiment lire. Qui est dans la même collection que le livre d'Ovidie. Oui, absolument. Et c'est très 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 intéressant. Justement sur tous les personnages de Ève à Cassandre. Après il y a Pygmalion. Et on passe à travers de plein de personnages aussi de la littérature. C'est hyper bien. Dans un instant, on poursuit la conversation et j'ai une voix que j'aimerais te faire écouter, mais juste avant, on écoute bien. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Nina Simone sur Nova, For Women, le choix d'Adam Bouglalis. Nina Simone, pour toujours. En plus, elle fait partie des voix graves. Tiens. Ça me rappelle quelqu'un. Oui. Non, mais c'est Nina Simone, c'est un génie. Ouais, un génie. On t'en parle encore de ta voix? C'est encore un sujet? Oui. Non, mais c'est marrant la différence de perception, parce que moi, je me souviens les premières fois où je t'ai vue à l'écran, on a sensiblement le même âge, et j'ai vraiment eu un truc de potentiellement la voix la plus sexy du cinéma. Donc, non, mais comme quoi la perception est très différente. Moi, j'y ai vu un truc, j'ai entendu quelque chose que je trouvais hyper beau, hyper chaleureux, là où sans doute d'autres ont entendu une menace, peut-être. Tout à fait, ou peut-être, oui. On m'avait proposé de m'opérer quand je suis entrée au conservatoire. Mettons que c'est atypique. Donc atypique, c'est pas bien. Voilà. Mais non, au téléphone, on me dit, monsieur, c'est systématique. Mais vraiment systématique. Et pourquoi pas?
Puisqu'on parle de voix, en voici une autre, tirée d'une archive de Radio-Canada. On est en 1974. C'est une grande chanteuse, une grande actrice française. Elle est en interview. Et son interlocutrice semble surprise de sa drôlerie. Ça étonne les gens en général. Ils s'imaginent que je suis quelqu'un de très au recul. Froide même, non? Froide. Oui. Enfin, c'est ce qu'on croit. Non, je suis infernale, c'est vrai. Je suis dissipée, très dissipée. Je suis très dissipée, je m'agite beaucoup et j'ai beaucoup envie de rire. Seulement, non, les gens n'ont pas toujours envie de rire. Et puis c'est difficile d'avoir des rapports humains quand les gens n'ont pas envie de rire. Juliette Gréco est ce que j'appellerais la malédiction de la femme mystérieuse qui donc ne peut pas être marrante. Vraiment, c'est. Ah bah oui, bah ça, moi on me le fait. Hein. Bah alors justement, ça déjà, fait 2 soirs qu'on me le fait. Non mais alors le choix n'est pas anodin. D'une part parce que tu as incarné Juliette Gréco dans Gainsbourg Vie héroïque. Je l'ai aimé. Elle t'a choisi en fait. Je l'ai aimé parce que la suite, oui, c'était. J'avais dit que j'allais pas jouer Juliette Gréco dans une scène, que j'allais pas faire d'imitation, que je préférais décliner. Et puis c'est Juliette Gréco qui m'a appelé en me disant comment ça, tu veux pas m'incarner? Ouais. Bon là, ça changeait tout. Et on est devenus amis, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a accueilli chez elle. C'était toujours justement très drôle. Et elle avec, je sais pas, un rapport au monde. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bras d'honneur. Ouais. Voilà, qui était politiquement très impliqué aussi. Et ça a été une chance, ces moments partagés là, vraiment. Ouais. Et j'ai choisi cet extrait où il est question de sa drôlerie et du fait qu'elle surprenne les gens pour te parler de ton rapport à toi à la comédie. Mmh. On ne t'en propose pas ou tu les refuses toutes? On m'en propose pas beaucoup. Ouais. Mais il y en a pas beaucoup qui me plaisent non plus. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, dans les trucs qui sortent, c'est-à-dire là, j'ai entendu une jeune actrice dire un jour, vous vous rendez compte, il m'avait fait venir pour la fille drôle, mais finalement ils vont peut-être me proposer de faire la belle. C'est terrible. Et là, on en est toujours là. Moi j'ai un physique plutôt tragique, une voix un peu grave. Et donc, puis j'ai pas eu l'occasion de faire rire grand monde parce que, alors, jouer la maîtresse ou dans des trucs glauques, d'humour masculin, très peu pour moi. Donc voilà. Mais c'est drôle, c'est des projections comme ça. Mais alors, quand on a un petit peu d'espace. Ouais. Je sais pas, l'humour, c'est de l'esprit, en fait. Mais comme on veut surtout pas qu'on en ait en tant que femme, souvent c'est un petit peu écrasé. J'aime beaucoup ce que tu as dit à Géraldine Saratia dans Le goût de M. Les films de divertissement sont des films qui, pendant 2 ou 3 heures, vont faire oublier au spectateur qu'il va mourir, alors que les films d'auteur sont des films pendant lesquels on se le rappelle. Mm-hmm. C'est ce qui guide tes choix de rôle. Mettons que j'ai besoin d'être éprouvé par ce que je fais. Sinon, à quoi bon faire un film de plus donc je choisis généralement de jouer dans des films que j'aurais envie de voir. Ouais. Oui, ça passe par là. Et il y en a pas beaucoup. Tu dis souvent non? On me propose pas grand-chose non plus, mais oui, dans ma vie, j'ai plus dit non que oui au projet cinématographique. Oui, ça c'est clair. Ton désir de cinéma, de série, de théâtre, il reste intact? Non. Ouais. Je suis toujours animée par l'envie de faire des choses. En plus, ça permet de faire bouger les choses. Ouais. Pour autant, les modes de production, on sait que le milieu de la culture est en train de s'écrouler.
Donc on demande aux comédiens de théâtre, aux metteurs en scène de travailler dans des conditions qui sont pas propices à faire de bonnes choses. Bon, j'ai confiance dans le fait qu'il va y avoir je pense, une réaction et énormément de création artistique pour contrer toute cette violence, cette injustice sociale. Et donc, il va y avoir mais quand ça ronronne, quand on voit, enfin voilà, que ça résiste, que les réacs ont tout l'argent. Voilà, il y a des milliardaires qui s'achètent par exemple des empires médiatiques et qui rachètent même les outils de la création cinématographique ou des séries. J'ai pas envie de participer. Ouais. Voilà. Et ça sent... Enfin, il y a déjà eu un précédent. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà, avec des gens qui avaient des milliardaires comme ça qui ont racheté tous les médias, créé la désinformation et mis des systèmes totalitaires en place. Donc il faut qu'on reste vif. Et mais c'est vrai que je prends plus de plaisir, par exemple, à lire, à rencontrer des gens, à aller voir les films des gens qui m'intéressent, que à tourner à tout prix. Ouais, vraiment. En fait, j'aime vivre. Ouais. Mais quand j'ai l'occasion de faire des choses qui m'emportent, c'est un bonheur inouï. Mais j'ai besoin, entre-temps, de nourrir ça, Le score sur Radio Nova. MIA sur Nova, Bad Girls. En voici d'autres. Elles répondent au nom de Draga. On y retrouve Anna Mouglalis, qui met en musique avec ses camarades les pensées de Monique Wittig, avec Lucien Tunès, PR2B, Théodora Delilez et Narumi Hérisson. Et j'annonce que tu seras en concert le 26 septembre à Toulouse et le 27 à Bordeaux. Une punk, en quelque sorte. C'est l'écriture de Monique et punk. Wittig et punk. La musique... voilà, du groupe. Elle a aussi beaucoup d'accent pop. Ouais. C'est-à-dire, elle a des côtés très lumineux aussi. Et elle permet de porter vraiment le texte et d'être dans la joie politique. Voilà, l'énergie poétique et un féminisme qui donne de la puissance, du pouvoir pour faire des choses, pas du pouvoir sur des gens. Il reste une petite épreuve à passer. C'est un questionnaire musical qui va faire appel à tes souvenirs. C'est pas un truc de connaissance ni quoi que ce soit, c'est vraiment purement du ressenti. Il faut répondre du tac au tac. Je te demande pas de justifier tes réponses. Est-ce que tu es prête? Tout à fait. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. L'enfance, la mienne, comment ce chanteur-là, comment il s'appelait, qui chantait... Alors c'est drôle parce que la chanson qui me revient à l'esprit, c'est Jolie bouteille, sacrée bouteille. Okay. Mais comment il s'appelait? Et le cheval... Henri Dess? Non, Stewball. Stewball, c'est... Comment s'appelle-t-il? C'est pas Hugo Frey? Non, mais alors, non, en fait, j'ai mélangé plein de trucs. Non, c'est un mec, Graham. Ah, Graham Allwright. Voilà. Donc, Jolie bouteille, c'est bien lui. On parle bien du même. C'est ça. La chanson de ton adolescence? On écoutait plein de trucs. On était en découverte à l'adolescence. La chanson dans l'adolescence, je sais pas... J'aimais bien le punk, ou David Bowie, mais David Bowie, ça continue encore. Ouais, ça reste. Ouais. Ta chanson de karaoké, si toutefois tu chantes. Oui, je serais peut-être une bonne cliente parce que je chante pas très bien. Tout c'est d'être désinhibé au karaoké. C'est ça, mais c'est ce qui est le plus drôle, les gens qui chantent pas bien. Ma chanson de karaoké...
Ouais, en même temps, il y a des trucs vraiment que je supporte pas hein, dans les playlists de karaoké. Ouais. Donc c'est pour ça que j'y mets pas beaucoup les pieds. Bon, ok, donc on va laisser celle-là en suspens peut-être. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. J'écoute pas mal de chansons françaises. Ouais. Oui, certaines fois, ça surprend. Je peux être bouleversée vraiment par la chanson française. Ok. Gribouille, par exemple. Vous connaissez Gribouille? Non. Oh, j'adore. Je suis fan d'Anne Sylvestre aussi. Voilà, il y a des chansons qui me bouleversent. Cette poésie populaire, là, je trouve ça... Et sa vie. Très bien. La chanson qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Sur quoi je danse immédiatement? Diamonds. Rihanna? Bah oui, bien sûr. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir de la piste de danse? J'ai même oublié son nom, Sardou. Ouais. C'est un classique à cet emplacement, du questionnaire. Oui. Ta chanson de comédie musicale préférée? Je me souviens dans un film de Jacques Demy, il y a une manifestation de travailleurs qui est chantée. C'est extraordinaire ce moment. Donc ils font cette manif comme ça et les CRS crient « Rentrez chez vous, dispersez-vous » et ils répondent « Nous ne partirons pas, nous resterons là ». Bon, on n'a qu'à dire celle-là. C'est très bien. Dans une chambre en ville. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Cette catégorie pénible, ces petites mélodies là qui restent et qui... Ouais, ça c'est horrible, c'est vrai. Ouais. Donc c'est vraiment dégueulasse parce que Ouais, ça veut mais dire qu'il faudrait que je reste avec. C'est-à-dire qu'il faut la partager avec tout le monde. On va dire... Non, mais parce que je l'aime bien quand elle est chantée par Rachita, par exemple. Mais Douce France. Ouais. Je comprends le côté ça reste. Et après, c'est vrai ce qui est qu'avec formidable... la voix de Rachita, c'est très agréable. Oui, et puis surtout d'avoir ce groupe de personnes issues de l'immigration qui chantaient Douce France. Carte de séjour. Extraordinaire. Mais on le célèbre pas assez, Rachita. Il chantait il y a déjà bien longtemps. Voilà que ça recommence. On est en plein dedans. Et il manque lui. Hein. Ouais. On le célèbre assez régulièrement ici. Merci mille fois, Anna Mouglalis, d'être passée par ce studio. Je rappelle que La chair est triste, hélas, c'est un texte d'Ovidie, mis en scène par Ovidie, et remarquablement porté par toi. C'est au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 25 octobre à Paris. Courez-y. Je vais le faire comme un ordre. Courez-y, pour une fois que je peux être un peu bossy dans l'émission. Impeccable. Ça me semble pas mal. Merci mille fois. Merci, j'ai bien fait de venir. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.